Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Ce qui lui fait le plus défaut aujourd'hui, c'est un projet clair, cohérent, auquel il soit capable de se tenir. Parce que qui est le véritable... These are the scenes outside the opening of a new National Holocaust Museum. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, et nous sommes en guerre depuis déjà quelque temps, depuis un certain juillet 2021, le Covid, la guerre sur tous les fronts, on va en parler, mais auparavant on va parler, on avait déjà hier, vous le savez, dans l'émission d'un Berkov dans tous ses états, nous avions abordé justement cette loi qui vient d'être votée en première lecture à l'Assemblée nationale, sur effectivement, sur et contre, disons le mot, visant à renforcer la réponse pénale contre les infractions à caractère raciste, antisémite ou discriminatoire. On va en parler avec l'un des co-auteurs, effectivement, de la proposition, député Mathieu Lefebvre, député Renaissance du Val-de-Marne, parce que ce qui nous a interpellés, c'est le côté, effectivement, non public, le côté privé. On va prendre le temps d'en parler, et je remercie d'ailleurs le député d'être avec nous. Nous allons aussi parler de Haïti. Haïti, terrifiant. Enfin, il y a une espèce de chaos total. C'est loin Haïti, mais vous savez, aujourd'hui, vous le savez mieux que moi, personne n'est loin de personne. Tout est prêt. Tout ce qui peut se passer, et malheureusement, le pire, quelquefois n'est pas toujours sûr, mais quelquefois, il est au-delà, au coin de la route. Malheureusement. On va en parler avec un journaliste haïtien. Et puis, les perles, les huées, les bravos. Et enfin, on va recevoir quelqu'un qui connaît la musique d'Afrique, la musique du Moyen-Orient, qui a été diplomate de carrière, qui est Xavier Driancourt, qui a été pendant 7 ans, à 2 reprises, ambassadeur de France en Algérie, et qui va nous raconter cette énigme algérienne, et cette énigme, effectivement, sur les rapports de la France et de l'Afrique. Où en est-on? Pourquoi ça va quelque part encore plus mal que prévu? À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. On est une grande famille sur Sud Radio et je suis très très fier d'en faire partie. Sud Radio, parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Liberté chérie, tous les frontons des édifices publics, les mairies, les départements, partout, les ministères, liberté, égalité, fraternité. Oui, liberté, oui, mais liberté surveillée, n'oublions jamais que la liberté ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. Mais quelle liberté, justement? On en parle tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Alors, qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Effectivement, on peut se poser la question qui est celle-ci. Donc, l'Assemblée nationale a adopté mercredi dernier, en première lecture, une proposition de loi visant à renforcer la réponse pénale contre les infractions à caractère raciste, antisémite ou discriminatoire. Là-dessus, je pense pas que beaucoup de gens seront contre. En tout cas, nous, qui va se plaindre effectivement de sanctionner des appels à la haine, quels qu'ils soient, des appels au racisme, des appels à la discrimination, à l'antisémitisme, à tout ce qui est effectivement cette mauvaise cagophobe. Tout cela est bien et bien. Mais en lisant les articles qui ont été proposés, il y a 2 choses qui nous ont vraiment interpellés, c'est le moins que l'on puisse dire. Article 225, 16.4. La provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée est punie d'une amende de 3 750 €. Deuxième est punie de la même peine la provocation non publique à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, vraie ou supposée, ou de leur handicap, ainsi que la provocation non publique à l'égard de ces mêmes personnes, de discrimination prévue, etc., etc. Bonjour Mathieu Lefebvre.
Bonjour. Bonjour, vous êtes député Renaissance du Val-de-Marne, merci d'être avec nous. Alors justement, ça nous a interpellés parce que c'est ce qui nous a interpellés, vous l'avez évidemment bien compris, c'est le non-public. Et ça, vous le savez très très bien, quelle est la différence, autant effectivement des appels discriminatoires ou racistes émis publiquement, je veux dire que ce soit dans des médias ou dans des chaînes, dans des tribunes, évidemment, et il y a, je pense, des lois pour ça, vous le savez mieux que moi, qui sanctionnent et qui sanctionnent légitimement cela. Mais non public, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que, par exemple, on est dans un dîner arrosé avec des gens, et vous savez très très bien, et ce n'est pas une question de tradition, qu'on peut dire des choses qui sont des choses de l'humour ou autres, mais je vais vous dire pourquoi on a été, juste avant de vous donner la parole, bien sûr, on a été choqués. Il y a une trentaine d'années, quelqu'un qui ne peut pas être soupçonné véritablement de racisme, etc., Pierre Desproges, l'un des plus grands humoristes français, qui est paix à son âme, commençait son récital par ceci, et je prends exprès cet exemple, je me suis laissé dire que quelques juifs sont rentrés dans la salle. Ah bon, ça m'étonne. Tout le monde riait, y compris évidemment les personnes de confession israélite, etc. Et vous savez très bien ce que c'est que l'humour, la blague, etc. Donc, quand on est là, c'était un public. Mais il y avait ce qu'on appelle l'humour et le second degré. Et on a l'impression qu'avec ça, il n'y a plus d'humour, il n'y a plus de second degré, il n'y a plus rien. Surtout, encore une fois, dans des dîners, dans des réunions, etc., où vous savez, des gens se laissent aller, disent des conneries, et que celui qui n'a jamais dit une connerie nous jette la première pierre. Alors, expliquez-nous, monsieur le député, ce non-public vraiment interpelle. D'abord, je voudrais vous rassurer et vous dire qu'on pourra toujours continuer à rire et à faire de bonnes blagues en privé. Alors, il y a une confusion entre le non-public et le privé. Le non-public, ça n'est pas le privé. Le non-public, c'est par exemple dans une entreprise, c'est une personne qui va retrouver salle juif sur son casier. Ça peut être dans une salle de spectacle. La jurisprudence définit la communauté d'intérêt pour indiquer ce qui est non public. Ça peut être une boucle de policiers sur WhatsApp qui est fermée et dans lesquels ces policiers ont des propos racistes. Et je veux rassurer tous vos auditeurs, c'est pas la police de la pensée. Il n'y a pas demain un policier qui va venir dans le secret des dîners, dans le secret des foyers, dans le secret des chambres à coucher pour voir ce que les gens se disent. Rien ne changera. Et d'ailleurs, ces infractions, elles existent d'ores et déjà aujourd'hui. Aujourd'hui, fort heureusement, bien sûr, vous ne pouvez pas dire que dans une entreprise, que votre collègue est un sale juif, un sale arabe ou un sale homosexuel. On ne fait que renforcer la pénalisation de ces infractions. Mais cette fake news, parce que c'est une fake news, hein, on veut nous faire croire que cette proposition de loi rentrerait dans le secret des foyers, elle interroge quand même beaucoup sur la dérive de l'extrême droite qui a toujours été contre les lois antiracistes et antisémites et qui aujourd'hui prend prétexte de cette loi pour relayer tout et n'importe quoi. Donc il faut le dire et le redire, évidemment, personne ne s'immisce dans la conscience des foyers et dans le secret des foyers. Non mais alors moi je vais vous prendre des exemples précis, hein, sans parler d'extrême droite ou d'extrême gauche. Malheureusement le racisme est aujourd'hui la chose du monde, hélas, la mieux partagée, on l'en voit, et aucune loi n'a empêché des crétins de s'exprimer en crétins. Mais je vais prendre des exemples très précis. Par exemple, je vois ça, et par exemple quelqu'un, nous sommes comme vous, comme d'autres, dans des dîners, etc., et quelqu'un qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît enregistre sur son téléphone portable, pas besoin de la police, hein, et il dit voilà, il y a quelqu'un qui vient de faire une blague sur les Arabes ou sur les Noirs ou sur les catholiques ou sur etc. Blague de très 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 mauvais goût, vraiment excessive et même très forte, comme bon. Eh bien, est-ce que, je vous pose la question et au législateur, cette personne va se plaindre en disant, écoutez, j'ai entendu ceci, voilà l'enregistrement de quelqu'un qui a émis une plaisanterie éminemment raciste dans un dîner. Il se passe quoi? Il se passe quelque chose ou rien? La réponse est très claire, puisqu'on ne crée pas de nouveaux délits, ce qui était possible hier reste possible demain, et par conséquent, il ne se passe rien puisque c'est un dîner confidentiel et privé. On peut déplorer que des gens aient des blagues dans un dîner. On peut le critiquer, mais ça reste totalement privé. Et la jurisprudence est extrêmement claire. Cour de cassation, Conseil d'État, qui dit que ce qui est non public, c'est exclusif de ce qui est confidentiel. Donc on ne peut pas être plus clair. Puis encore une fois, les infractions dont on renforce la réponse, pour lesquelles on renforce la réponse pénale, elles existent déjà aujourd'hui.
Il n'y a pas une nouvelle infraction qui va être créée demain pour propos dans un cadre privé. Mais alors, monsieur le député, pourquoi avez-vous éprouvé le besoin, avec Caroline Yadin, d'ailleurs vous êtes les deux, de renforcer, puisque les lois et l'arsenal existent déjà, et c'est bien, mais pourquoi renforcer ? Ils existent, mais ils sont pas assez puissants aujourd'hui, parce qu'on voit qu'il y a des stratégies de contournement extrêmement importantes de la part des prédicateurs de haine, qui aujourd'hui peuvent s'exprimer sur des groupes Facebook où il y a par exemple 500-600 personnes pour diffuser des messages à caractère haineux, et qui ne sont pas qualifiés comme publics, qui sont qualifiés comme non publics. Donc il faut renforcer la sanction. Et par ailleurs, renforcer les sanctions, ça permet aussi d'aggraver de créer une circonstance aggravante si c'est une personne dépositaire de l'autorité publique qui commet ce type d'infraction. Je parlais de la boucle WhatsApp des policiers. Ouais. Demain, si des policiers vont faire ça sur une boucle WhatsApp fermée, et ben là, la sanction sera plus forte qu'aujourd'hui parce qu'ils ont un devoir d'exemplarité. Et par ailleurs, ce nombre d'infractions qui existent déjà est en considérable hausse depuis quelques années et singulièrement, malheureusement, depuis le 7 octobre dernier. Oui, bien sûr, on sait très bien les actes antisémites et autres. On en parlera d'ailleurs un peu plus tard dans cette émission. Il y a effectivement des choses assez préoccupantes et même lamentables qui se passent. Mais je voudrais revenir à l'exemple que je vous ai donné. Vous savez, vous le savez, je vous apprends rien. Il y a ce qu'on appelle le second degré, il y a ce qu'on appelle l'humour. Il y a ce qu'on appelle quand même, vous savez, une tradition française qui est celle qu'elle est, qui est la tradition de l'humour, du pamphlet quelquefois enragé. Le pamphlet, ça va très loin, ça va dans la démesure, quelquefois on le sait. Je parle des journaux comme Harakiri, à l'époque Charlie Hebdo, un certain Canard enchaîné et beaucoup d'autres, et quelquefois ils vont assez fort. Je vous redonnais par exemple ce qu'avait dit Pierre Desproges. Mais alors à ce moment-là, à ce compte-là, Pierre Desproges, chansonnier ou humoriste, serait condamné. Pas du pour tout. Ce qu'il a dit. Pas du tout. Parce qu'on ne change rien à la caractérisation de ce qui est prévu aujourd'hui. On ne crée pas de nouvelles infractions. Moi, je suis, comme vous, extrêmement attaché à la liberté d'expression. Et la liberté d'expression dans notre pays, depuis sa création, la loi de 1880, elle n'est pas absolue. Vous ne pouvez pas, même si vous êtes un humoriste, nier la Shoah. Vous ne pouvez pas minimiser le génocide arménien. Vous ne pouvez pas provoquer, inciter à la haine. Vous ne pouvez pas diffamer des gens. Et toutes ces infractions qui existent aujourd'hui sont, qu'on le veuille ou non, des limites à la liberté d'expression qui n'est pas absolue. Il ne s'agit pas de changer le champ de ces infractions. Il ne s'agit pas de dire que demain, Pierre Desproges ne pourrait plus faire son spectacle. Il s'agit simplement de renforcer la sanction pénale contre des infractions qui existent d'ores et déjà et qui, encore une fois, se développent de plus en plus dans des cadres non publics. Alors, je pense à l'entreprise. Il y a de plus en plus de gens qui reçoivent des menaces, des provocations, de la haine à raison de leur orientation sexuelle, de leur prétendue race, de leur religion au sein de l'entreprise. Et ben nous, on veut renforcer la réponse pénale contre ce type d'infraction. Tout à fait. Alors Mathieu Lefebvre, je ne doute pas de votre sincérité là-dessus. Le problème, c'est effectivement, et vous savez très bien, d'ailleurs, vous en avez parlé, quand on a en congrès de Versailles voté l'inscription de l'IVG dans la Constitution, on a dit pourquoi on fait ça, parce que on a répondu aux gens, mais attendez, l'IVG, ça y est, c'est dans la loi depuis Simone Veil, depuis 1975, il n'y a pas un problème contre l'IVG, et on a dit, oui, mais on ne voudrait pas qu'il y ait un retour en arrière, et que certaines personnes, effectivement, remettent en question ceci. Le problème, c'est, et vous connaissez aussi la Déclaration des droits de l'homme, je voudrais la reciter parce que c'est important, nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Même chose, la libre communication des pensées et des opinions est un des droits, pensées et des opinions, et l'un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de ses libertés dans les cas déterminés par la loi. Mais la question que je voulais vous poser, et c'est la dernière question, c'est oui, mais qui va mettre le cursus? Supposez que demain, il y a un régime plus autoritaire, qui soit de gauche, de droite, du centre, j'en sais rien, c'est pas le problème, et qui dit attendez, oui, c'est très bien tout cela, mais nous allons un peu renforcer, mais encore plus renforcer, un certain nombre de délits que nous considérons des délits d'opinion. Vous n'avez pas peur, vous n'avez pas la crainte de cela? Non, j'ai pas la crainte de cela parce que je ne change rien dans cette loi à ce qui est caractérisé comme étant non public. Encore une fois, la jurisprudence à la fois du Conseil d'État et de la Cour de cassation, pour vous répondre, sont très claires. Ce qui n'est pas confidentiel est non public. Et ce qui n'est pas, et ce qui est public, on sait par définition. Non, ce qui n'est pas confidentiel n'est pas non public. Exactement.
En gros, le privé reste le privé, on n'y touche pas. Il y a ensuite la communauté d'intérêt, c'est une salle de spectacle, c'est une entreprise, c'est une boucle WhatsApp de fonctionnaires. Et puis il y a le public. On ne change rien à la caractérisation de ce qui est public ou de ce qui ne l'est pas. Et pour vous répondre très clairement, les faits que vous énoncez là, ce ne sont pas des opinions, ce sont d'ores et déjà des délits aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous, à votre antenne, vous diffamez publiquement quelqu'un à raison de sa religion ou de son origine ethnique, vous êtes passible d'une amende extrêmement importante. Je propose simplement que cette amende, elle soit plus importante demain. C'est ça, oui, c'est ce renforcement-là. Mais encore une fois, par exemple, pour vous, et justement, je finis là-dessus, vous dites un humoriste peut dire, mais pas en public. Par exemple, vous pensez qu'un humoriste qui dépasserait, qui serait dans la diffamation ou dans l'insulte raciale, etc., n'a pas le droit d'exercer son métier d'humoriste? Ou alors ce n'est plus un humoriste pour vous? C'est pas du tout ce que je dis. Encore une fois, les humoristes pourront continuer à faire ce qu'ils faisaient avant, après Mathieu Lefebvre, un Dieudonné, par exemple, dont je ne partage vraiment pas les opinions, ne peut pas faire ses spectacles. Il est interdit de spectacle. Si monsieur Dieudonné demain venait à dire que la Shoah n'existe pas dans une salle de spectacle, il pourrait être poursuivi pour cela. C'est d'ores et déjà le cas dans la loi aujourd'hui, et demain il sera pénalisé plus encore. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas le dire, ça veut dire que demain il sera pénalisé plus encore pour l'avoir fait. Ça veut dire qu'il ne peut pas le dire, en fait. Je parle pour un métier comme ça. Mais il ne peut d'ores et déjà pas le faire, et fort heureusement qu'on ne peut pas nier un génocide aujourd'hui en pleine salle de spectacle. Enfin, pardon, mais Dieudonné, c'est pas Pierre Desproges. Pierre Desproges, il n'appelle pas à la contestation de crimes contre l'humanité. Je suis totalement d'accord avec vous. Il n'appelle pas à minimiser les crimes contre l'humanité. Il y a des choses qui sont possibles et pas possibles. Donc, Mathieu Lefebvre, vous n'avez pas peur que ça s'étende à, par exemple, je fais une blague sexiste idiote, peut-être, à côté je fais ou quelqu'un d'autre. Est-ce que demain on ne dira pas, regardez, il a fait une blague sexiste? C'est moi ce qui me, si vous voulez, et encore une fois, on parle entre personnes de bonne volonté, ce qui me fait peur, c'est l'extension du champ de ce renforcement. Jusqu'où on peut aller. Voilà. Je ne dis pas que vous l'avez fait, vous, mais demain. Voyez ? Oui, mais il n'y a précisément pas d'extension du champ ni de modification de la caractérisation des délits. Ce qui n'était pas possible aujourd'hui ne le sera pas plus demain. Et inversement, simplement on renforce les sanctions parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui utilisent des moyens un petit peu détournés pour essayer de faire passer leur message de haine, qui s'adaptent aussi à la modernisation des réseaux sociaux, à de nouveaux publics. Et je pense qu'il faut contribuer à renforcer la réponse pénale pour ce type de comportement. Mais encore une fois, ce qui est possible aujourd'hui le restera demain. Merci de vos éclaircissements. Merci à vous. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Force est d'avouer que le président Emmanuel Macron aujourd'hui est au centre nombre de polémiques, vraiment. Que ce soit sur la guerre Russie-Ukraine, que ce soit sur effectivement ses prises de position, qu'elles soient économiques, sociales ou sociétales, eh bien cela fait polémique. Mais nul n'a été aussi dur, ou presque, que ce que vous allez entendre là. Nous avons nous avons écouté une espèce de je ne dirais pas de plaidoyer, au contraire d'accusation, mais digne de Zola sur l'affaire Dreyfus. Écoutez ce j'accuse et on vous dira après qui l'a proféré. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Vous avez tous reconnu l'opportuniste de Jacques Dutronc, bien sûr, je retourne la veste. Non, il ne s'agit pas de cela. Là, c'est une vraie accusation. Quand j'ai écouté ça, je me suis dit, mais attendez, sans faire attention effectivement aux détails, ah là là, cette personne vraiment n'a aucune confiance d'Emmanuel Macron. Non seulement n'a aucune confiance, mais vraiment l'attaque de manière extrêmement précise. Écoutez, vous m'en direz des nouvelles. Il a du talent, vous le reconnaissez? Bien sûr qu'il a du talent. Bien sûr, mais reconnaissons le talent aussi de nos adversaires. Est-ce que ça le rend pour autant apte à gouverner le pays? Je ne le crois pas du tout. Parce que ce qui lui fait le plus défaut aujourd'hui, c'est un projet clair, cohérent, auquel il soit capable de se tenir. Parce que qui est le véritable Emmanuel Macron? Est-ce que c'est celui qui dit dans son livre Révolution, que j'ai lu parce que je lis tous les ouvrages politiques de mes adversaires politiques, que ce soit celui de Marine Le Pen, que ce soit les propos de Benoît Hamon, ou que ce soit le livre Révolution d'Emmanuel Macron. Quel est le vrai Emmanuel Macron?
Est-ce que c'est celui qui dit je veux la dépénalisation du cannabis dans le livre Révolution, celui qui dit au Figaro il ne faut pas dépénaliser le cannabis? Est-ce que c'est celui qui dit quand il est au gouvernement les 35 heures ont été un désastre pour le pays, ou celui qui dit je ne reviendrai pas sur les 35 heures? Est-ce que c'est celui qui dit au Puy du Fou devant monsieur De Villiers la vérité m'oblige à dire que je ne suis pas socialiste, et puis qu'aux 20h de TF1 vient vous dire je suis de gauche? Est-ce que c'est celui qui dit ma République n'est pas multiculturelle quand il s'adresse aux lecteurs du Figaro, mais qui dit sur France Inter il n'y a pas de culture française, il y a une Donc, culture en France vous l'accusez de et elle ne est pas avoir de diverse. conviction en fait, ce matin. Emmanuel Macron, c'est l'homme sans projet, parce que c'est l'homme sans conviction. Et si demain il y a un projet, puisqu'on nous annonce un projet... Il est annoncé pour le 2 mars. Oui, mais il est déjà caduc son projet. Qu'est-ce que vous en savez puisqu'on ne le connaît pas? Parce que Fabien Amias, comme il dit tout et son contraire en fonction de l'auditeur qui est en face de lui... Mais ça, on l'a déjà vu, on parlait tout à l'heure du revirement de François Fillon sur sa situation judiciaire. C'est malheureusement une règle de la vie politique. Quel que soit le projet qu'Emmanuel Macron sortira, on sait que ce projet pourra être contredit dans la minute qui suit. Eh ben alors, Mazette, tout et son contraire, quel que soit le projet qui sortira, on sait qu'il fera le contraire. Allez donc. Alors, ça date de quand? Eh bien, ça date de février 2017, quelques mois avant la première élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République. Et c'est de qui? Alors devinez, je vous le donne en mille, mais vous l'avez déjà trouvé, c'est de Bruno Le Maire qui donnait son avis sur le candidat à la présidence de la République. C'était sur Europe 1 et iTélé. iTélé étant aujourd'hui CNews. Voilà. C'est intéressant quand même à plusieurs titres. Non pas, on va pas être facile en disant mais Bruno Le Maire disait ça et aujourd'hui, il n'a pas de mots plus doux, plus louangeurs, plus magnifiques, plus panégyriques pour ce merveilleux président de la République que le monde entier nous envie, Bruno Macron. Bruno, intéressant. J'ai fait un lapsus intéressant, Bruno Macron, ou alors Emmanuel Le Maire. Eh ben voilà. Effectivement, c'est intéressant parce que, c'est la question que je vous pose, auditeurs, résistants de Sud Radio, est-ce que le portrait qu'en dressait Bruno Le Maire en février 2017, c'est-à-dire 7 ans plus tard, est-ce que ce portrait est fidèle, maintenant que, après 7 ans, un septennat d'Emmanuel Macron, est-ce qu'il est fidèle à l'action et à la démarche d'Emmanuel Macron? Vraiment, c'est très intéressant. C'est pour ça qu'il faut toujours conserver les archives. Non pas pour montrer que les gens peuvent bouger, oui, retournement de veste et tout. Ce qui est intéressant, c'est la justesse ou pas de l'analyse. Et puis un jour, on retournera son pantalon, mais ce sera peut-être un peu tard. Sud Radio, André Berkoff. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Rémi Bang Bang, on pleut plus, Haïti chérie. Et Haïti, vraiment, on se demande ce qui se passe, on voit, on lit les nouvelles, on regarde les images, et on ne comprend pas ce chaos, et on se demande ce qu'il se passe aujourd'hui. Et nous sommes très heureux d'avoir avec nous Voïci Assad, journaliste, qui est président-directeur général de la Gazette Haïti News. Bonjour, monsieur Assad. Bonjour à vous, bonjour. Merci. Merci, écoutez, d'être avec nous en direct de Haïti. Qu'est-ce qui se passe exactement? Parce que nous, on est loin, on reçoit les images, on entend les sons, on entend alors le Premier ministre qui vient qui vient de démissionner, et on a l'impression d'une espèce de chaos total. Et qu'est-ce qui se passe exactement, monsieur Assad? Bon, il faut dire que ça va très vite. On s'y attendait. On savait que cela allait venir en raison du fait que, le Premier ministre avait déjà perdu tout le contrôle depuis un certain temps. Oui. A vraiment totalement basculé quand il s'est rendu au Kenya, oui. justement pour le cadre de la signature d'un accord de réciprocité avec le Kenya devant permettre le déploiement des troupes kenyanes en Haïti. Comme vous le savez, l'ONU avait voté une résolution permettant à cette force de déployer en vue de mater les gangs
qui grandissent, les gangs qui prennent le contrôle pratiquement total de la situation en Haïti. Eh bien, hier soir, et très tard, eh bien, le Premier ministre, il a dû plier bagage. Il a dû plier bagage puisque il avait tenté aujourd'hui, ça fait 8 jours, en revenant du Kenya, de rentrer en Haïti, en passant par la République dominicaine. Malheureusement, il n'a pas pu atterrir puisque les autorités dominicaines l'avaient interdit justement d'avoir accès aux pistes d'atterrissage de leur pays. Finalement, il a dû se rendre à Porto Rico, justement. Ouais. Pour arriver après, pour revenir, oui. Absolument. Donc, c'est de là étant, donc, on a su que le Premier ministre voulait rentrer, qu'il n'a pas pu rentrer, puisqu'à ce moment-là où il voulait rentrer, l'espace aérien dominicain était déjà fermé avec Haïti. Il ne pouvait pas le faire. Oui. Et dites-moi, Voici Assad, on voudrait comprendre. Ça fait très longtemps, comment les gangs ont pratiquement, les gangs les plus violents d'ailleurs, ont pratiquement pris le pouvoir en Haïti. Qu'est-ce qui a fait, comment ça s'est développé? On voudrait comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Le processus de prise de pouvoir, enfin. Ouais. Il faut dire qu'en Haïti, donc, c'est pas nouveau avec les gangs. Ouais. Monsieur a vraiment totalement basculé. Il y a pratiquement 5 ans, mais plus précisément, ça s'est aggravé, notamment avec l'arrivée de Ariel Henry au pouvoir en Haïti. Ouais. Il faut dire, durant ces 30 derniers mois en Haïti, et puis oui, on vous écoute. Le pays. Oui. Ah oui, on a perdu, je crois, on a perdu la communication là. On vous entend plus là, malheureusement. Ah voilà. Est-ce que ça fonctionne? Allô? Oui, on est en train d'essayer de rétablir une communication qui s'est un peu perdue là. Monsieur Voici Assad, allez-y, on va voir si ça. Allez-y. Non, ça ne fonctionne pas, hélas. Ouais, c'est un peu compliqué parce qu'on est loin. Écoutez, on va vous reprendre après cela. On marque une courte pause. Après, on rétablit la connexion avec Voici Assad en direct d'Haïti. On parle de cette situation dramatique et de chaos sur l'île. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Haïti est loin, nous avons des problèmes de communication, mais ils sont arrangés. Haïti est tout près. Hein. Je rappelle que la République d'Haïti a été la première république noire en 1804, le premier État noir d'État moderne et le deuxième État indépendant d'Amérique après les États-Unis. Haïti, 12 millions d'habitants en 2018 et Port-au-Prince, bien sûr, et c'est là, à l'hôtel Olofsson, que notamment Graham Greene a écrit 2 de ses plus grands romans. Mais là, nous ne sommes pas, hélas, dans le roman, nous sommes dans une réalité difficile, la prise de pouvoir des gangs qui prennent le palais présidentiel, des commissariats, des prisons, des affrontements violents, le couvre-feu effectivement nocturne avec Port-au-Prince, l'évacuation hier de l'ensemble du personnel de l'Union européenne présent à Haïti. Vous confirmez effectivement, Monsieur Assad, est-ce que le personnel de l'Union européenne a été évacué hier? On l'a dit, c'est pratiquement toute la représentation diplomatique qui est partie parce que ça chauffe en Haïti. Oui. Comme je viens de vous le dire, prennent le contrôle total de la situation. Les gangs menacent depuis pratiquement une semaine de génocide ou de guerre civile. C'est d'aventure Ariel Henry devait retourner en Haïti. Et il faut dire que tout ça a basculé le 7 février, disons mieux le 2 mars, pardon, oui. Quand elle a cassé la prison, la principale prison
d'Haïti à Port-au-Prince, facilitant la sortie, l'évasion de plus de 4000 prisonniers, dont des criminels notoires. Ouais. Et ensuite, on cassé une autre prison à la Croix des Bouquets, une périphérie de la capitale, permettant l'évasion de plus de 1500 autres détenus. Et depuis lors, les gangs, ils parlent à visage découvert, ils montrent leur intention, ils disent vouloir le pouvoir. Ils disent que Ariel Henry ne peut pas venir, qu'Ariel Henry est à l'étranger. Et si d'aventure la communauté internationale devait favoriser le retour d'Ariel Henry en Haïti, donc ça pourrait déboucher sur une guerre civile. Et depuis lors, ils ont cassé le palais national, ils ont tenté d'envahir le palais il y a 2 ou 3 jours, ils ont été repoussés par les forces de l'ordre. Mais il faut dire que c'est face à une police totalement affaiblie, une police gangstérisée, une police dont, mesdames et messieurs, qui perd le contrôle total de la situation. Et puis, bon, face à tout ça, bon, les gangs prennent le contrôle de la situation. Ils font leur loi, ils tuent, ils pillent, ils violent. Donc, il faut dire que durant les 30 derniers mois, c'est plus de 5000 personnes qui ont été tuées en Haïti. C'est plus de 2000 d'enlèvements, des cas de viol, de déplacés en raison de l'assaut des gangs un peu partout. Donc, c'était pratiquement le chaos en Haïti qui s'est aggravé avec le fait par Ariel Henry de ne pas pouvoir entrer en Haïti. Et on connaît l'histoire déjà. Il est arrivé à Porto Rico, il voulait revenir, on l'a pas permis de descendre. Ensuite, on annonce que les États-Unis font pression sur lui pour qu'il démissionne, etc., etc. Mais il y a un autre chapitre dans le dossier, c'est que c'est l'arrivée de Guy Philippe. Il faut signaler bien que l'arrivée de Guy Philippe dans le dossier, qui est revenu en Haïti après avoir purgé une peine d'emprisonnement de 6 ans aux États-Unis pour blanchiment des avoirs provenant de la drogue, qui promet une révolution en Haïti, qui n'a jamais dénoncé les gangs, et beaucoup de gens se demandent est-ce qu'il n'est pas derrière, est-ce qu'il ne les soutient pas. Ils se demandent s'il n'est pas le candidat des gangs, quoi. En fait, c'est ça. Bon, absolument, ça ne se dévoile pas, mais il ne les dénonce pas, il les considère comme des victimes en Haïti, comme tous les autres victimes. Donc, on sent qu'il y a quelque chose, on sent qu'il y a une certaine connivence. Et donc là, les gangs, finalement, il y a Jimmy Chelizier, le porte-parole du genre, le plus grand chef des gangs en Haïti aujourd'hui. Eh bien, lui, il a parlé, je crois, hier, et il a réédité de favoriser en fait, qu'est-ce qu'ils veulent juste, monsieur, les gangs, ils veulent quoi? Ils veulent avoir le pouvoir pour exercer leur trafic en toute impunité, c'est ça? Ils disent bon, ben c'est chez nous, on est chez nous, on a le pouvoir, on fera ce qu'on veut. C'est ça leur idée, c'est voilà, on prend le pouvoir et puis Haïti est dirigé par nous et voilà. C'est ça le but. D'un côté, il y a Guy Philippe qui réclame le pouvoir, qui veut le pouvoir. De l'autre côté, il y a les gangs qui agissent, mais qui ne le disent pas clairement, mais qui demandent la démission du Premier ministre. On sent qu'il y a quelque chose manigancé. Et on sait qu'il y a une certaine connivence. Mais là, maintenant, ils disent, hier, dans une conférence de presse, oui, ça y est. On est à nouveau. De presse que, ils ont attaqué nationalement, visant à favoriser un dénouement à la crise. Ils disent très clairement que même si Ariel va démissionner, mais en autre cas, il y a un petit souci avec monsieur. On comprend. Et juste un mot, si on peut vous entendre, juste un mot. On a beaucoup parlé de la fondation de Clinton et de l'action des Clinton à Haïti et d'un certain détournement d'argent. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose là-dessus, si vous m'entendez, sur la fondation Clinton, sur l'action des Clinton il y a quelques années en Haïti? Non, les Clinton, on le sait déjà, ils sont accusés en Haïti, notamment avec, après le tremblement de terre, il y a eu plusieurs milliards de dollars qui ont été décaissés pour Haïti dans le cadre du projet de la CIRH. On sait que Clinton est co-président de cette structure en Haïti. Donc, de l'argent qui est parti en fumée, de l'argent qui n'a pas permis le développement d'Haïti comme c'était prévu. Donc, on sent
la main des Clinton derrière tout ça. Voilà, donc Clinton, vraiment, les Clinton sont très mal perçus, sont très mal vus en Haïti aujourd'hui, alors que en 1994, ils ont été justement accueillis par de bons Samaritains parce qu'ils ont favorisé le retour d'Aristide en Haïti. Mais pour l'instant, donc, pour les Clinton, c'est pratiquement très compliqué en Haïti. En tout cas, écoutez, et vous attendez l'aide internationale aujourd'hui? Juste dernière question, monsieur. Comment on peut sortir de ce chaos? Comment faire pour que Haïti sorte de ce chaos? Quelle est pour vous, la solution la plus urgente, en tout cas, pour faire face à cette tragédie, pour mettre fin à cette tragédie? Bon, comme vous venez de le dire, nous sommes la première république nègre indépendante du monde. Les Haïtiens ne veulent pas d'occupation, mais aujourd'hui, on est dans une situation où on attend, où tout le monde attend la venue d'une force multinationale pour nous garantir la paix, parce que la police ne peut pas. La police a montré la police est quelque part gangstérisée, donc là tout le monde attend, parce que là, il n'y a pas moyen de fonctionner, il n'y a pas moyen de circuler dans le pays. Les rentrées nord et sud de la capitale sont coupées par les gangs qui ont installé des postes de péage, qui rançonnent, qui tuent, qui violent, qui cannibalisent quelquefois. Barbecue. Enfin. C'est Barbecue, le chef de cette troupe. Donc lui, c'est un ancien policier qui justement a fondé une coalition de gangs baptisée le G9, a transformé récemment en Vivre Ensemble. Donc, Vivre Ensemble. C'est bien. Qui veulent vivre ensemble. Donc aujourd'hui, comme pour vous dire, aujourd'hui, Haïti est entre les mains des gangs. Il n'y a pas de gouvernement au moment où je vous parle. Hier soir, le gouvernement est pratiquement démissionnaire. Eh bien, on attend la nomination d'un conseil présidentiel qui devait sortir d'une rencontre hier entre la CARICOM et les acteurs politiques. Donc hier, effectivement, on s'est entendu sur la création de ce conseil présidentiel soutenu par les États-Unis, mais encore aujourd'hui, on attend 24 heures pour que les acteurs désignent leurs membres au sein de ce conseil qui devait avoir 7 membres. Donc c'est tout ce qu'on a aujourd'hui. On n'a rien, il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de police. Ariel Henry, même s'il a démissionné, il n'est pas Haïti, donc pratiquement on est à la merci des gangs aujourd'hui en Haïti. Je vous souhaite écouter un très bon courage, on vous suivra et je vous remercie beaucoup de votre témoignage. Volsi Assad, journaliste qui est PDG de la Gazette Haïti News. Votre témoignage est très important et j'espère que vraiment d'une manière ou d'une autre, peut-être les forces internationales arrêteront ce chaos. C'est impossible de laisser comme ça un pays, comme vous dites, la première République noire, s'enfoncer ainsi dans la violence et l'irrationalité la plus totale. Merci encore de votre témoignage. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Ouais, on se demande ce qui se passe actuellement avec cette espèce de haine communautaire, je vais le dire rapidement. La guerre au Moyen-Orient, se transpose. En Europe en général, en France en particulier, mais c'est un peu partout. Il se passe des choses quand même qu'on n'aurait dû jamais voir dans notre continent, dans notre pays. On le voit effectivement. Le pire n'est pas toujours sûr, mais il arrive quelquefois. Ce week-end à Amsterdam, par exemple, le musée national de l'Holocauste a été encerclé par des milliers de militants pro-palestiniens, alors que le président israélien Isaac Herzog s'y recueillait. Comment transposer effectivement le conflit du Moyen-Orient dans un musée de l'Holocauste? C'est franchement... c'est pas la meilleure des manières d'exprimer ses revendications, c'est le moins que l'on puisse dire. Et puis après, il y a aussi d'autres choses. À Saint-Omer, dans les Hauts-de-France, une tête de cochon a été retrouvée dans la porte de la mosquée turque où une quarantaine de fidèles étaient venus prier. Alors il y a eu une plainte effectivement déposée, voilà, et puis quelqu'un qui a voulu faire de la provocation. Mais il y a autre provocation et autre dégradation, encore beaucoup plus grave. Hier à Clermont-Dexideuil, une petite commune de 240 habitants en Dordogne. Je dis bien 240 habitants. Les habitants se sont réveillés lundi matin en voyant tous les monuments de leur village et plus de 50 tombes taguées avec des messages faisant référence à la religion musulmane, Ramadan, Allah, Cheikh Vert, ou alors tout musulman se réveille, ou encore soumettez-vous à Allah, ou encore la France est déjà Allah, voilà. Sur le monument aux morts, la porte de l'église, le calvaire et les plus cimetières. Il faut quand même dire quelque chose, il faut arrêter avec ces espèces de provocations imbéciles.
difficile. Ces manifestations de haine, ces espèces de manifestations de haine où des gens absolument irresponsables, qui n'ont en commun que leur haine idéologique et leur fanatisme, veulent transposer le conflit du Proche-Orient à l'échelle européenne. C'est évidemment très grave et ça ne préfigure rien de bon. Il faut quand même à un moment donné qu'il y ait là aussi des sanctions. On parle de sanctions sur les propos racistes et autres, etc. On en parlait avec Mathieu Lefebvre, le député. Mais il faut parler de sanctions beaucoup plus graves envers les vraies manifestations de racisme et de haine communautaire que l'on entend fleurir ici et là en douce France. On marque une courte pause sur Sud Radio. On va se retrouver après les infos de 13h pour le face-à-face aujourd'hui exceptionnel. Avec, vous le verrez, un invité exceptionnel que je vous dévoilerai dans un instant. A tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. 13h04 sur Sud Radio, l'heure pour nous de vous présenter ce face-à-face. Aujourd'hui, André Berkov, vous recevez Xavier Driancourt, diplomate, ancien ambassadeur de France en Algérie et surtout auteur de ce livre, L'énigme algérienne, chronique d'une ambassade à Alger. C'est aux éditions L'Observatoire et ça sort aux éditions Alpha. C'est l'équivalent des livres de poche de l'édition de L'Observatoire. Bonjour. D'ailleurs, un certain général aurait pu dire « Je m'envolais vers l'Algérie ». Avec l'Algérie compliquée avec des idées simples. Mais là, c'était pas l'Algérie à l'époque, c'était autre chose. Mais justement, Xavier Driancourt, bonjour. Bonjour. Heureux de vous recevoir à nouveau. Et vous me lisiez, mais j'aimerais que vous le lisiez. Hier soir, un communiqué de l'Élysée annonçait, enfin, espérons, la visite d'un certain président algérien. Oui, il y a eu un communiqué de l'Élysée vers 19h, selon lequel, je le lis, le président algérien Abdelmadjid Tebboune effectuera une visite d'État en France fin septembre, début octobre, a annoncé l'Élysée lundi, à l'issue d'un entretien téléphonique entre M. Tebboune et le président Macron. Cette visite, plusieurs fois reportée, aura lieu à une date à préciser durant cette période, indique la présidence française. Voilà, ce qu'en termes galants, ces choses-là sont dites, mais rappelons un peu, on en avait un peu parlé, c'est que quand même, à plusieurs reprises, au moins à 3 reprises, je crois, que le président algérien Tebboune devait venir et que la visite avait été reportée. Elle devait avoir lieu en mai-juin dernier, et puis elle a été reportée une première fois. Il y a eu les émeutes ensuite en juin. Ensuite, on a parlé de l'automne, ensuite de la fin de l'hiver ou du début de l'année 2024. Et puis là, elle est annoncée donc pour septembre-octobre 2024. C'est-à-dire après les Jeux Olympiques. Mais d'ici là, il peut se passer beaucoup de choses. Ça peut être Pâques ou la Trinité. Oui, et puis il y a le Maroc, il y a donc tout ça. Alors justement, il y a le Maroc, on va parler de tout cela, mais auparavant, je voudrais parler d'une note que vous avez fait, d'un rapport que vous avez fait, d'un fascicule à l'excellente collection, l'excellente Fondapol, la fondation de Dominique Régnier, sur cet aveu, ce fameux accord franco-algérien. Où en est-on exactement après toutes les montagnes russes que vous décrivez, le mental aussi dans votre livre, l'énigme algérienne qui vient de reparaître en poche et qui est vraiment à lire et que je recommande. L'accord franco-algérien de 1968, en fait, la Fondapol avait fait plusieurs études sur la politique migratoire au Danemark, en Suède, etc. Et m'avait demandé de faire une étude sur l'accord franco-algérien. Donc, cette note a été publiée en mai dernier. Et puis, à l'époque, aussi tout l'arc politique d'Édouard Philippe à Éric Zemmour, en passant par Nicolas Sarkozy, Gérard Larcher, Éric Ciotti, Jordan Bardella, tout le monde a repris cette idée de dénoncer ou de mettre fin à l'accord franco-algérien. Oui. Et rappelons-le, Xavier Driancourt, pour ceux qui effectivement ne le connaissent pas, ne le connaissent pas assez, il y a quand même une espèce de privilège tout à fait étonnant, il faut le dire. Oui, parce qu'il faut reprendre les choses chronologiquement. Les accords d'Évian prévoyaient la libre circulation des personnes entre la France et l'Algérie, tout
Tout simplement parce qu'à l'époque, au moment de la négociation des accords d'Évian, on pensait que les pieds noirs, les Français d'Algérie, resteraient en Algérie. Et donc, il fallait leur prévoir un régime de libre circulation, notamment pour les Français. C'était surtout pour les pieds noirs. Qui optaient pour la nationalité algérienne. Voilà, selon les accords d'Évian. Mais c'était destiné aux pieds noirs plutôt. Principalement. Mais c'était en tout cas un des objets de la discussion, puisque c'était quelque chose, un point sur lequel les négociateurs français étaient particulièrement vigilants. Donc prévoir des droits, des garanties pour les Français d'Algérie. Et puis en juillet 62, tous les pieds noirs sont rentrés en France, et donc l'accord de libre circulation ne valait que finalement pour les Algériens. Bien sûr. Et donc, on a eu cette situation... Et on n'a rien touché à l'époque, on n'a pas changé. Non, il y a eu une situation transitoire entre 62 et 67, 68. Et en 68, on a négocié avec l'Algérie un nouvel accord qui ne revenait pas sur la libre circulation, donc on ne rétablissait pas la libre circulation, mais on n'établissait pas le régime de droit commun qu'ont les autres pays, et notamment le Maroc et la Tunisie. Donc c'est pour cela qu'il y a un certain nombre de privilèges accordés aux Algériens qui n'ont pas la libre circulation, mais qui ne tombent pas dans le régime de droit commun. Et c'est pour ça que les Algériens y tiennent particulièrement, parce qu'ils ont un régime à part. Mais alors, précisément, par exemple, qu'ont aujourd'hui les Algériens vis-à-vis de la France que n'ont pas, par exemple, les Marocains et les Tunisiens? Alors, très précis et concrètement. Il y a un certain nombre d'avantages sur le certificat de résidence algérien, qui est un titre de séjour propre aux Algériens, un titre de séjour de 10 ans, un certain nombre d'avantages en matière de regroupement familial, en matière de conditions ou de non-conditions d'intégration dans la société française en cas de regroupement familial, un certain nombre de points concernant les étudiants qui peuvent transformer leur régime étudiant en visa de commerçant. Et donc, voilà, il y a des espèces de passerelles entre les différentes situations algériennes et l'installation en France. Et justement, et ce signe et regroupement familial, vous en parlez également. Donc, est-ce que ça rejaillit comment vis-à-vis du Maroc, par exemple? Est-ce que le Maroc reproche à la France, sans le dire peut-être ouvertement, ce traitement de faveur en faveur de l'Algérie? Non, à ma connaissance, il n'y a pas de... Les Marocains ont obtenu également au fil du temps un certain nombre d'avantages qui ne sont pas aussi explicites que les avantages accordés aux Algériens dans l'accord de 68, mais surtout, le gouvernement algérien tient à cet accord qui est leur marque de fabrique, qui est quelque chose de spécial pour l'Algérie. Donc, c'est un régime particulier. Et dans une interview qu'il avait faite au Figaro il y a un peu plus d'un an, le président algérien avait dit « Nous avons droit à 132 années de visa ». 132 années, pas mal. Qui correspondait aux 132 années de la colonisation. Donc c'était une formule ou une façon de dire nous avons droit à un régime particulier, en tout cas pendant 132 années, parce que vous nous avez occupés pendant 132 années. Donc vous voyez, c'est très politique finalement. Mais quand même, il y a eu une remise. Est-ce qu'il n'y a pas eu du côté politique, en tout cas du côté des discussions intellectuelles ou universitaires ou autres, ou diplomatiques, mais il n'y a pas eu une mise en question en disant cet accord spécifique, peut-être qu'on devrait soit l'amender, peut-être pas l'abandonner complètement, mais enfin, que ça ne reste pas comme ça. Oui, quand cette note a été publiée, il y a eu un certain nombre de réactions d'hommes ou de femmes politiques qui ont dit, qui ont semblé un peu découvrir la chose. Oui. Que c'est vrai, peu de personnes connaissaient et qui ont demandé l'abrogation donc de l'accord de 1968, a commencé par Édouard Philippe, qui est dans la majorité présidentielle. Et il avait demandé l'abrogation. Dès la semaine suivante, dans une interview dans l'Express. Oui. Et puis, donc ça a fait la mousse ou la mayonnaise a prise progressivement. Il y a eu pas mal de débats, de discussions publiques ou entre politiques à ce moment-là. Et finalement, à l'automne 2023, Madame Borne, Premier ministre, a dit nous allons renégocier l'accord avec l'Algérie. Donc c'était le constat qu'il y avait quelque chose à faire. Là-dessus, il y a eu le vote de la loi sur l'immigration.
Il y a eu une proposition de résolution du groupe parlementaire LR demandant le 7 décembre la dénonciation de l'accord franco-algérien. Donc vous voyez, et cette proposition a été rejetée à quelques voix. Il y a eu ensuite le vote de la loi sur l'immigration. Et puis voilà, on est passé à autre chose, changement de gouvernement, etc. Donc effectivement, la question est toujours en suspens, mais rien n'a été changé par rapport à l'accord. Rien n'a été changé, rien. On va continuer à parler, on va un peu étendre là, par rapport à ce qui se passe, que ce soit en France ou en Algérie, avec Xavier Driancourt, après cette toute petite pause. Et avec vous au 0826 300 300 pour réagir ou pour poser toutes vos questions. Et je vous rappelle que vous êtes aussi en direct sur la page Facebook de Sud Radio. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. C'est vraiment agréable d'entendre une radio aussi joyeuse, même que ce soit le 7h du matin et le soir, c'est excellent. Sud Radio, parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et dans cette espèce d'aller-retour, de bal, de tango, etc., entre l'Algérie et le Maroc, pour rester dans un domaine que vous connaissez mieux que personne, Xavier Driancourt, on reçoit Tebboune, qui peut d'ailleurs annuler sa visite à la dernière minute, c'est déjà arrivé, mais enfin bon, on n'espère pas. Enfin. Et effectivement, vous parliez hors antenne, les élections algériennes auront lieu en décembre prochain, l'élection présidentielle, on ne sait pas si Monsieur Tebboune se représente ou pas. Et effectivement, il faut voir avec l'équilibre avec le Maroc. Mais au fond, vous parliez dans votre livre, vous en parlez dans votre livre, de quelque chose qui est à la fois civilisationnel, culturel, évidemment économique, politique et autres, entre la France et l'Algérie, ça ne va pas se résoudre comme ça. 132 ans et plus, si affinités ne se résolvent pas comme ça. Mais est-ce qu'à votre avis, aujourd'hui, avec le recul du fait que vous avez été pendant, 7 ans, à 2 reprises différentes, ambassadeur, est-ce qu'on est toujours, très franchement, sur le plan des mentalités, des fixations au même endroit, ou même plus? C'est-à-dire, vous savez, l'introduction de l'interpellation à la France dans l'hymne national algérien, on en avait parlé, mais au-delà de ça, au-delà des symboles et de la symbolique, est-ce que c'est toujours quand même, une espèce de, pas de guerre froide, mais de paix froide entre l'Algérie et la France? Oui, on ne peut pas dire que c'est l'amitié entre la France et l'Algérie. C'est une paix, effectivement, un peu fraîche depuis quelques mois, mais l'histoire des relations entre la France et l'Algérie a toujours été sinusoïdale, avec des hauts et des bas. C'est le CAC 40. Il y a des périodes haussières, il y a des périodes baissières. Et donc, mais rien que sur le premier quinquennat du président de la République, on est passé par des phases haussières et des phases baissières. L'ambassadeur d'Algérie à Paris a été rappelé 2 ou 3 fois en Algérie pour consultation, après la décision de suspendre les visas, après les déclarations du président de la République au journal Le Monde sur la falsification de l'histoire par les Algériens, sur le système politico-militaire algérien. Donc, c'est en permanence des hauts et des bas. Là, on est dans une période d'eau basse, si je puis dire, et puis on imagine qu'avec cette visite, on va repartir sur une période haussière, mais il faudra faire attention à ce que dira le voisin marocain, parce que toute la difficulté de la relation avec l'Algérie, c'est un peu les vases communicants entre l'équilibre avec le Maroc. Ouais. Alors justement, une question que je voulais vous poser par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que l'Algérie, elle en est où, par exemple, par rapport au basculement qu'on est en train de vivre et qui se passera pas en un jour? Je parle par rapport aux BRICS, à la dédollarisation, à la montée de ce monde multipolaire, que la guerre Russie-Ukraine n'a fait que cristalliser, mais qui existait déjà bien avant, avec ce qu'on voit avec le yuan qui
prend une certaine place dans un certain nombre de régions. On voit l'Arabie Saoudite en train de vendre du pétrole en yuan, etc., etc. Je veux dire, l'Algérie aujourd'hui, par rapport à cela et par rapport à la position de la France, par rapport à, et on a vu encore Emmanuel Macron qui est allé assez loin en disant voilà, il faut pas exclure l'envoi de troupes et autres. Comment réagissent les Algériens par rapport à cet équilibre ou cette naissance d'un monde multipolaire, encore une fois, qui en est à ses balbutiements, mais qui est déjà là? Il y a deux événements qui ont quand même pas mal bousculé la donne diplomatique. C'est d'une part la guerre en Ukraine, évidemment, qui a entraîné Maroc et Algérie chacun dans un camp et donc en quelque sorte solidifié les alliances traditionnelles et l'alliance de l'Algérie avec la Russie. Le président Tebboune... Qui a été solidifié. Président Tebboune, qui devait venir à Paris au mois de juin dernier, il est allé à Saint-Pétersbourg où il a été reçu par Vladimir Poutine. Et il a déclaré Poutine est le plus grand homme de l'humanité. Oui, pratiquement. Donc, bien sûr. Ouais. C'est voilà. Donc il y a la guerre en Ukraine qui a consolidé les alliances, et puis évidemment il y a le conflit israélo-palestinien qui est un deuxième élément qui vient compliquer le jeu politique et diplomatique, parce que les populations, la cause palestinienne est un élément fédérateur au Maghreb et dans les populations et dans les populations musulmanes, y compris au Maroc. Donc l'Algérie soutient à fond la Palestine, le Maroc également, mais plus prudent, parce que voilà, il a des relations avec Israël, il a signé les accords d'Abraham. Donc ce jeu diplomatique est compliqué. Cela dit, il faut constater que l'Algérie est très isolée diplomatiquement. C'est-à-dire son seul allié, c'est la Russie. Mais elle s'est coupée de l'Inde, la Chine, non, ils sont... La Chine, oui. La Chine et la Russie. Mais la Chine, la Russie, la Turquie, en gros. Mais c'est déjà pas mal. Les pays du Sahel... Ah oui, ne sont pas sur cette ligne. Le Mali a mis à la porte les Algériens et a dénoncé l'accord d'Alger sur la paix au Mali. Et le Maroc en profite pour s'engouffrer dans la brèche laissée par l'Algérie. Donc vous voyez, l'équilibre Maroc-Algérie est en permanence au centre du jeu. Et la Tunisie est hors jeu de ce point de vue-là. La Tunisie n'est pas vraiment partie prenante. Non, bien sûr. Non, c'est Maroc et Algérie qui sont les deux. Et de ce point de vue, par exemple, par rapport à l'Algérie, les prises de position de Macron que j'évoquais tout à l'heure sont mal ou bien perçues? Ou c'est pas leur problème? À ma connaissance, ils n'ont pas réagi. À ma connaissance, ils n'ont pas réagi. Il faut noter que l'Algérie, qui pariait beaucoup sur l'intégration dans les BRICS, être choisie, vous y faisiez allusion tout à l'heure, au mois de juillet dernier, les BRICS n'ont pas choisi, n'ont pas retenu l'Algérie. Alors qu'elle était candidate. Alors qu'elle était candidate. Ah, c'est intéressant. Et c'est l'Égypte et l'Éthiopie qui ont été retenus pour entrer dans les BRICS. Donc il y a pas mal de revers. Oui, l'Algérie n'a pas été retenue dans les BRICS. L'Algérie n'a pas été retenue dans les BRICS parce que sur le plan économique, ne produit que du pétrole et du gaz. Donc c'était pas un critère pour suffisant pour être retenu comme membre des BRICS. Donc, sur le plan diplomatique, l'Algérie, elle est brouillée avec le Maroc. Ils ont rompu les relations diplomatiques. Elle n'est pas très bien avec les pays du Sahel. Elle n'est pas franchement bien avec Paris. Et puis, elle n'a pas été retenue. Mais est-ce qu'elle n'a pas profité, justement, on parlait du pétrole et du gaz, est-ce qu'elle n'a pas profité de l'embargo envers envers les Russes? Oui, évidemment. Contre les Russes, mais ça veut dire aussi qu'elle se concentre sur la production de pétrole et de gaz surtout, alors que ce n'est pas créateur d'emplois, le pétrole et le gaz. On ouvre un robinet. Moi, je suis allé visiter en Algérie, justement, pas mal de centres à Sim et Saoud ou autres. C'est pas du tout créateur d'emplois. Là. On appuie sur un bouton et puis le gaz sort et puis voilà. Bien sûr. Et c'est très intéressant, cette espèce de paradoxe. Et on va revenir justement à parler de la situation française par rapport à ça, tout de suite après une autre petite pause. Et vous aurez la parole au 0826 300 300. Vous commencez à réagir sur le Facebook de Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov.
Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et avec Xavier Driancourt, ancien ambassadeur de France en Algérie, qui connaît effectivement le Quai d'Orsay, la diplomatie sur le bout des doigts, et pour la parution de son livre, en livre de poche chez Alpha, l'énigme algérienne. Et on a l'impression, si vous voulez, justement, on parlait des BRICS, on parlait de tout cela, on parlait effectivement des conflits sur le Proche-Orient ou Russie-Ukraine. Et on a l'impression, en fait, que on comprend pas très bien, là je parle du Huron que nous sommes, enfin des observateurs, on comprend pas très bien, et on en avait déjà parlé, la ligne française. On a l'impression d'abord que la diplomatie, bon on le sait, ne joue plus le rôle qu'elle jouait. Et je crois, pour moi, je ne m'en réjouis pas, et il n'y a pas de quoi s'en réjouir. Mais surtout, on a l'impression qu'il n'y a pas de ligne, ou alors il y a cette ligne, par exemple, c'est très clair. On en pense qu'on veut, mais on n'est pas là pour faire un jugement par rapport à la Russie. C'est évidemment une ligne assez, aujourd'hui, tranchée en faveur de l'Ukraine et par rapport à la Russie, alors que nous n'avons pas déclaré, que je sache, la guerre à la Russie. Par rapport au Proche-Orient, on essaye d'avoir un équilibre qui n'est pas facile, effectivement. Mais l'impression qu'on a, quand je vous lis, que je vous écoute, Xavier Driancourt, c'est du côté de l'Afrique du Nord, on a l'impression qu'il y a eu quelques émeutes, il y a eu des choses, etc., mais qu'au fond, ça ne bouge pas. L'Afrique du Nord donne l'impression, mais corrigez-moi si je me trompe, de quelque chose, quand je dis qu'il ne bouge pas, c'est-à-dire qu'effectivement, allez, je vais poser la question par rapport à l'Afrique, que la France, elle n'est pas hors jeu, mais elle est de plus en plus marginalisée. Est-ce que c'est exagéré que de dire ça ? C'est un point de vue qui est réel. Hein. Nous sommes de moins en moins présents en Afrique du Nord, comme en Afrique tout court. Oui, comme en Afrique noire. Ouais. Alors je connais moins le Maroc, mais nous sommes présents au Maroc sur le plan économique, notamment, plus qu'en Algérie. En Algérie, nous avons été écartés sur le plan économique, parce que le choix a été clairement fait par le gouvernement algérien en faveur de la Chine, en faveur de la Turquie, en faveur de la Corée, et même en faveur d'autres partenaires européens. La Russie, oui, encore que la Russie fournit pas grand-chose, oui, sauf du blé. Nous étions les principaux fournisseurs de blé tendre à l'Algérie. L'Algérie s'est adressée depuis 2-3 ans à la Russie. Et nous sommes également en concurrence, ou concurrencés très nettement par l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie. Donc il y a un choix qui a été fait sur le plan économique. Et puis sur le plan culturel, ce qui est très préoccupant, ou sur le plan de la langue française, ce qui est très préoccupant, c'est effectivement notre marginalisation, en Algérie en tout cas. Le Maroc était moins francophone traditionnellement que l'Algérie. Mais l'Algérie, qui est le pays le plus francophone, a choisi d'abord l'arabe. Bon, c'est sa langue, la langue de l'islam, la langue qui a été choisie dès 1954 en quelque sorte, mais aujourd'hui choisit l'anglais. Ouais. Et un ministre algérien avait même dit le français, c'est la langue des perdants en Afrique. Carrément, donc, il avait employé oui, c'était Cheikh Ibrahim qui avait dit cela, qui était le ministre du pétrole pendant une quinzaine d'années, ou même une vingtaine d'années. Il avait déclaré cela. Donc aujourd'hui, il y a, sous prétexte que l'Internet, l'anglais est la langue de l'Internet, ce serait la langue universelle, etc., il y a eu tout un certain nombre de décisions qui éradiquent ou qui éliminent le français dans les écoles, dans les universités, dans l'administration et notamment dans les programmes scolaires. Donc voilà, c'est très inquiétant, et l'ancien diplomate que je suis à Alger assiste à cela avec beaucoup de tristesse. Nous avons par exemple 5 centres culturels français en Algérie. Je me suis battu avec l'appui du président de la République lorsque j'étais à Alger pour ouvrir des annexes de ces centres culturels dans le sud. Parce que dans le sud algérien, il n'y a rien à Béchar,
Tamanrasset, Adrar, dans les villes du Sud, il n'y a rien. Et donc, je pense, les walis, les recteurs d'université insistaient pour qu'on ouvre des centres culturels supplémentaires. Oui. Les Algériens ont toujours refusé. Toujours. Et nous avons accordé l'ouverture de 2 consulats supplémentaires aux Algériens sans aucune contrepartie. Alors que logiquement, on aurait dû monnayer cela contre. Mais j'allais vous le dire, ce qui est frappant en vous écoutant, mais l'absence de réaction des autorités françaises, enfin de la France, quoi. On laisse faire, on dit oui, c'est comme ça. Vous employez le terme que je ne reprends pas complètement, de marginalisation, mais c'est vrai que nous sommes affaiblis, en tout cas. Nous sommes, je dirais, tétanisés un peu. Oui. Tétanisés par... Sidérés par les éventuelles réactions algériennes, les éventuelles réactions des Algériens de France. Donc... nos politiques en France hésitent toujours, pèsent le pour et le contre et souvent ne réagissent pas par rapport aux initiatives algériennes. Quand, au mois de juin dernier, au moment des émeutes, l'Algérie, le gouvernement algérien, le ministre des Affaires étrangères algérien a publié un communiqué appelant la France à protéger les Algériens de France... Oui, on n'a rien dit. On n'a pas rappelé. Qui est quand même une espèce d'ingérence assez flagrante. C'est une ingérence dans les affaires intérieures. Et si nous avions fait la même chose au moment du Irak, en Algérie, si nous avions appelé le gouvernement algérien à protéger les ressortissants français, j'aurais été immédiatement convoqué et expulsé. Est-ce que vous croyez que c'est cette peur-là ou cette appréhension des réactions des Algériens de France qui sont évidemment très nombreux, comme on a peur des réactions de la banlieue si on fait telle ou telle chose, est-ce que ça tétanise quelque part aussi les autorités ? Mais c'est pas que cela. Je crois que c'est effectivement quelque chose à prendre en compte, mais je crois que le point essentiel, c'est que vis-à-vis de l'Algérie, en tout cas, je parle de l'Algérie, le Maroc c'est différent, mais vis-à-vis de l'Algérie, il y a dans notre classe politique un sentiment de, non pas de culpabilité, mais en tout cas, elle est tétanisée, elle est timorée. C'est toujours le souvenir des 132 ans de la guerre, mais la gauche comme la droite, les politiques de gauche, parce qu'il y a le souvenir de la guerre d'Algérie, de la bataille d'Alger, des positions de François Mitterrand, ministre de l'Intérieur, ministre de la Justice à l'époque, dans les années 50. Condamné à mort, il faut le rappeler. Oui, tout à fait. Et en tant que ministre de la Justice, des positions de François Mitterrand au moment de la guerre civile algérienne, qui appelait à valider les élections qui amenaient les islamistes au pouvoir, alors que les Algériens avaient fait un coup d'État pour annuler le second tour des élections. Donc, les politiques de gauche sont un peu, timorées vis-à-vis de l'Algérie, parce qu'il y a tous ces souvenirs. Et la droite, alors? Et les politiques de droite, mais c'est à peu près le même phénomène, parce qu'il y a le souvenir également de la guerre d'Algérie, je vous ai compris, du général de Gaulle, et puis de juillet 62, le rapatriement des pieds noirs et des harkis. Donc les politiques de droite comme de gauche sont toujours très prudents vis-à-vis de l'Algérie. Et puis en fond de tableau, il y a la question de l'immigration aujourd'hui, qui n'existait pas à l'époque, mais qui est aujourd'hui très prégnante. Donc voilà, qui est un enjeu capital des élections. Enjeu capital, et nos hommes, nos femmes politiques sont toujours très prudents vis-à-vis de l'Algérie. Et ils savent que tout ce qu'ils diront à Paris sera entendu à Alger. Et tout ce qu'ils disent à Alger sera écouté, entendu à Paris, à Marseille. Donc voilà, il y a la communauté algérienne de France, mais c'est pas seulement cela, c'est plus complexe. Mais ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est en fait nous sommes hantés par nos fantômes. Et la colonisation, l'histoire de la France en Afrique, pas seulement en Algérie, mais l'histoire de la France en Algérie nous poursuit 60 ans après l'indépendance. C'est ça qui est c'est vrai absolument pour toute fascinant. l'Afrique, l'ancienne Afrique francophone, etc., etc. Enfin, c'est moins vrai parce que la colonisation n'a pas été la même. Ça n'a pas été un département. L'Algérie, c'était des départements. La population française était beaucoup plus nombreuse. Les pieds noirs
existent encore en France, les harkis, les pieds noirs. Bien sûr. Tout ce sentiment se transmet de génération en génération. Passionnant. Je crois que nous avons des auditeurs. Oui, nous avons Denis qui nous appelle depuis Lyon. Bonjour Denis. Bonjour Denis. Bonjour Monsieur Berkoff, bonjour Monsieur l'ambassadeur. Bonjour. Bonjour. Voici ma question, elle est simple. En 1962, la France et l'Algérie signent un traité de paix, enfin un cessez-le-feu, bref. Et l'Algérie, le pouvoir algérien a toujours reproché à la France que nous avions commis des crimes monstrueux, enfin bref, dans cette guerre qui a duré entre 54 et 62. Mais pourquoi, en 1968, la France reprend des travailleurs algériens pour venir dans le pays qui les a colonisés, la France? Et pourquoi le pouvoir algérien a envoyé des gens de chez eux, de l'Algérie, pour venir travailler en France, alors que nous sommes toujours le grand méchant loup de l'Afrique et les grands méchants de la colonisation? On pourrait en reparler longtemps. Merci. Ça fait partie partie des paradoxes de la relation franco-algérienne. Sur l'accord franco-algérien, là, je disais tout à l'heure que, en fait, en 68, on a voulu mettre fin à la partie concernant l'immigration issue dans les accords d'Évian. Donc, on a voulu mettre fin à la libre circulation et trouver un régime qui était plus favorable pour les Algériens, mais moins favorable que la libre circulation. D'autre part, dans les années 60, nous étions, il faut le rappeler, dans les 30 glorieuses. Et la France avait besoin de main-d'œuvre immigrée, de main-d'œuvre francophone. Et l'immigration algérienne est très ancienne. Elle remonte dans les premières années du XXe siècle. Il y avait pas autant, mais l'immigration algérienne et notamment kabyle, qui était très francophile, remonte au XXe siècle, au début du XXe siècle. Et donc voilà, c'est un peu le paradoxe. Et aujourd'hui, le paradoxe, c'est que effectivement, nous sommes critiqués, nous Français, comme étant les anciens colonisateurs et comme ayant, il y a cette obsession du passé et de la colonisation, mais en même temps, les Algériens souhaitent avoir l'immigration en France. Mais Xavier Driancourt, on ne peut pas aussi le discours de dire que quand même la France a apporté un certain nombre de choses. Je ne parle même pas des équipements, des soins, etc. Enfin, le côté positif de la présence française en Algérie, qui existe, et on le sait à divers degrés, et qu'il y ait eu des choses terribles, oui, et qu'il y ait eu des choses formidables, oui aussi. On n'en tient pas compte. Cher André Berkoff, il faut se rappeler que il y a 20 ans, en 2005, il y a eu une loi votée en France, un amendement, l'amendement Van Est, du nom de Christian Van Est, député du Nord, qui avait introduit un amendement rappelant que la France avait apporté du positif dans la colonisation et demandant que les ouvrages scolaires tiennent compte du côté positif de la colonisation. Et ça a été un tollé en France comme en Algérie, lorsque les historiens, un certain nombre de personnalités ont découvert cet amendement, au point que le président de la République n'a pas promulgué l'amendement en question. Qui a été rejeté. Ça a été, C'était qui le président de la République ? C'était Jacques Chirac à l'époque. Et c'est le début du fait que les Algériens ont mis sur la table, à partir de 2005, la question mémorielle, avec une telle insistance, et pas seulement la question mémorielle, mais le terme de repentance est apparu dans le discours algérien. Voilà, c'est à partir de 2005. C'est intéressant. Il y a eu à la fois de l'autre côté un masochisme tout à fait vertueux, enfin si je peux me permettre, et puis pour nous c'était l'acte de contrition. Voilà. Repentez-vous, vous avez fauté, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. C'est ça. Oui, intéressant. On va marquer une dernière pause dans Berkoff dans tous ses états. On revient dans un instant après la pub et puis vous aurez la parole. 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Sud Radio Berkov dans tous ses états. Dernière ligne droite dans Berkov dans tous ses états, toujours avec Xavier Driancourt qui vient nous voir aujourd'hui, l'ancien ambassadeur de France en Algérie. Et nous avons Olivier qui nous appelle du Val-de-Marne. Bonjour Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour Saint-Berkov, comment allez-vous? Ça va bien et vous? Puis essayer de vous avoir, je vous le cache pas. Et bonjour Monsieur Driancourt. Bonjour. Alors moi je vais dire trois choses. Je suis pour qu'on rompe toute diplomatie avec l'Algérie parce que c'est un jeu de sadomasochisme, etc. On se fait battre la coupe à chaque fois et il faut toujours avoir l'espèce de remords mémoriel qu'on les isole diplomatiquement parce que j'ai plus d'affect moi de mon côté avec de par mon métier avec le Maroc. L'Algérie m'importe peu, je vous le dis tout de suite. Secondo, les accords de 68, il faut les dénoncer parce que je prends un exemple, ma femme est sud-américaine, elle est chilienne en l'occurrence. Quand je fais des papiers pour elle, que ça soit le renouvellement de titre de séjour, mais particulièrement pour la CAF, la CNAV, il est dit dans les règlements, donc il y a plus d'équité, je parle pour les extra-européens par rapport à l'aspect algérien, qu'il faut un nombre de présence sur le territoire d'années de présence, alors que les Algériens, ça passe comme une lettre à la poste, ils n'ont pas à justifier ça pour avoir des avantages sociaux, là, que ce soit RSA ou autre. Ça veut dire que tous les autres extra-européens pourraient dénoncer, dire à la France, pourquoi vous nous traitez ainsi, et les Algériens, ils ont le droit à tout. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve dans des situations où les lois, je dirais, administratives de la CNAV, mais qui gèrent la CAF, bien entendu, se disent, oui, mais tous les extra-européens doivent montrer patte blanche, sauf les Algériens. Donc ça, c'est ça qui n'est pas logique. Olivier, oui, non, c'est intéressant ce que vous effectivement. Il faut voir. Moi, j'ai l'article, je l'ai trouvé. Voilà. Et je voulais, sur un autre point, le dernier point, discuter sur Haïti. Ce qui se passe à Haïti, c'est en train de se dérouler au Chili en ce moment. Pas sur l'attaque de la Moneda, du palais présidentiel, mais on arrive à un tel point de pré-guerre civile au Chili, et ça c'est un sujet, il faudrait l'aborder, tout comme vous avez parlé de Javier Milei, qui pour moi est vraiment extrêmement bien comme dirigeant argentin. Ça, c'est intéressant. Alors Olivier, on va en discuter là-dessus. Voilà. Alors écoutez, je vous promets, on fait une émission sur le Chili bientôt, et on vous appellera. Non, mais c'est pas des paroles en l'air. Mais je voudrais que Xavier Driancourt réponde, parce que c'est vrai qu'on peut se poser, je suis extra-européen, je vois qu'il y a une seule nation qui a des avantages que tous les pays du monde, aucun pays du monde n'a. Oui, mais là on revient aux accords de 68 et c'est pour cela que le texte que la Fondapol a publié au mois de mai dernier a eu autant, mon texte a eu autant d'écho parce que beaucoup de personnes ont découvert à cette occasion que les Algériens bénéficiaient d'avantages particuliers, d'avantages administratifs, d'avantages sociaux. Effectivement, comme le rappelle cet auditeur, il n'y a pas de délai, de conditions de délai pour obtenir... La CAF, je l'obtiens tout de suite, le RSA... alors que pour les autres nationalités, il y a un délai d'1 an, disait monsieur. Donc c'est exact. Les accords franco-algériens du 27 décembre 68 sont des accords dérogatoires. Alors sur d'autres points, les Algériens sont en retard par rapport à d'autres nationalités parce qu'il y a une évolution du droit depuis 1968, mais sur l'essentiel, ils sont privilégiés par rapport aux autres nationalités. Et juste à votre connaissance, Xavier Driancourt, c'est la seule nation qui a qui est privilégiée de ce point de vue-là. Oui. Intéressant. On a Sandrine qui nous appelle du Tarn-et-Garonne. Bonjour Sandrine. Bonjour Sandrine. Oui, bonjour André, bonjour Monsieur Xavier Driancourt. Oui, alors moi c'est un peu plus gentil par rapport, gentil, je veux dire, c'est très bien ce qu'il a dit l'autre auditeur. Juste voilà, on va essayer de trouver un accord de paix. Est-ce que la génération qui arrivera après vont dire à un moment donné au niveau algérien, parce que on sent que la génération qui arrive au niveau français, peut-être nos générations futures, on les pense souvent, eux ils vont en avoir marre, ils vont se dire maintenant ça suffit, on paye un truc que nous on n'a pas fait. Et est-ce que la génération après algérienne va se dire maintenant ça suffit vos combats de coq, on en a marre aussi, parce qu'à un moment donné, on ne pourra jamais s'entendre, voilà. C'est ma question. Bernard Kouchner, lorsqu'il était ministre, avait dit exactement ce que vous venez de dire, madame. Et puis ça avait été une réaction enflammée en Algérie. Comment pouvez-vous considérer, avait-il dit, que la génération qui a fait la guerre de l'indépendance puisse céder sa place à des plus jeunes? Je crois que sur le fond, vous avez raison, mais il faut savoir aussi que
la clé de voûte du système politique algérien, c'est quand même l'armée. Oui, bien sûr. Et l'armée algérienne, elle estime être la détentrice légitime de la guerre d'indépendance, de la guerre d'Algérie, et que, en raison de cette légitimité et du rôle qu'elle a joué pendant la guerre, c'est à elle de décider qui exercera et dans quelles conditions sera exercé le pouvoir en Algérie. L'Algérie, la guerre d'Algérie s'est terminée il y a plus de 60 ans. Donc, aujourd'hui, quand même, il y a des générations. Oui. Bon, est-ce que les jeunes générations, ce sera, je vous pose la question encore plus brute de décoffrage, c'est l'armée qui va décider, c'est les gens qui sont en armée qui vont décider. C'est l'armée qui joue un rôle fondamental dans la politique intérieure algérienne et qui estime avoir un droit de regard sur la vie politique algérienne. Et donc, les jeunes générations, effectivement, sont tournées vers la France, vers le Canada de plus en plus, vers les pays du Golfe, parce qu'ils voient bien que la vie en Algérie est compliquée. Mais l'armée rappelle toujours que le dogme, c'est que elle a été la glorieuse armée de libération nationale. Nous, le pouvoir, c'est nous la direction, c'est nous le gouvernail et les commandes. C'est comme ça que ça se passe, en tout cas jusqu'à présent, et je ne vois pas de raison que ça change dans l'immédiat. La dernière occasion pour changer, c'était pendant le Irak, et on a vu comment ça s'est terminé. Oui, et ça a été assez rapide et je veux dire autoritaire. Mais quand vous disiez, juste un mot, vous disiez que ça s'islamise en ce moment, etc. Mais il y a eu quand même les années 90 où le Front islamique du salut a failli prendre le pouvoir. Enfin, il allait le prendre. Bon, il y a eu la dissolution. Enfin, il y a eu la réaction. Est-ce qu'aujourd'hui, à nouveau, est-ce que c'est la même, disons que c'est la même vague que le fils, ou ça n'arrive plus rien à voir? C'est-à-dire que les islamistes des années 90, c'était des barbus réfugiés dans les montagnes, Kalachnikov, voilà, des Afghans qui revenaient effectivement d'Afghanistan et qui ont généré une guerre civile absolument dramatique. Bouteflika les a réintégrés dans le jeu politique en leur disant vous déposez vos armes là et puis vous revenez dans la vie algérienne. Et donc aujourd'hui, on n'a pas les mêmes islamistes. On a des islamistes notabilisés qui sont insérés dans la société, qui ont fait du business, qui se sont enrichis et qui sont aujourd'hui, qui tiennent un discours islamiste, mais caché. Caché. Et donc, voilà, aujourd'hui, ce sont des islamistes beaucoup plus, je dis pas plus dangereux, non, mais qui sont plus subtilement intégrés dans la société. Mais ils sont dans le système. Voilà, et ils sont plus ou moins soutenus par l'armée. En fait, c'est ça aussi un des paradoxes. Ouais. L'armée qui les a combattus, on a une armée algérienne qui est aujourd'hui très proche des islamistes. Donc il peut y avoir après Tebboune... Donc voilà, il y a beaucoup d'interrogations. C'est le moins que l'on puisse dire, oui, c'est vrai. Ben, écoutez, je crois que malheureusement on n'a pas le temps, vous êtes très nombreux à nous appeler, mais on fera évidemment des émissions sur l'Algérie, sur l'Afrique. À l'occasion de la visite du président algérien. Ben voilà, on va faire ça absolument. Merci Xavier Driancourt. Merci Xavier Driancourt d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes ancien diplomate et ancien ambassadeur de France en Algérie. André Berkoff, on se retrouve demain entre midi et 14h. Et puis tout de suite, c'est Brigitte Lay sur Sud Radio. À demain. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.